Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes là pour votre plaisir et bien sûr pour vous ajouter une plus-value sur ce que c'est que la métaphysique. Alors ce soir, je suis une fois de plus accompagnée du professeur Emmanuel Glipod, à qui je vais donner le soin de nous donner, je vais dire, une introduction, oui, de ce dont il sera question ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir à tous les téléspectateurs du canal international. Alors, on se retrouve encore ce soir, mais nous sommes toujours de manière monographique en train de suivre notre chemin. Et lorsqu'on aborde un sujet, il faut aller jusqu'au bout. Alors, on a abordé il y a quelques semaines le sujet qui concernait la sorcellerie importée. Alors, la sorcellerie importée, comment s'en débarrasser, et nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet parce que lorsqu'on a parlé de la religion, du système scolaire et de la politique, nous allons aller pas à pas dans le décryptage de la politique ce soir et en quoi ça a de rapport avec la sorcellerie, jusqu'à parler de l'importation de cette sorcellerie-là. Bon, mais moi je pense qu'on peut même dire exporter, voilà. D'accord. Donc, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on reste une fois de plus dans les méandres de la sorcellerie importée. Cette fois-ci, on va se baser beaucoup plus sur la politique, comme l'a dit le professeur. Moi, je vais vous demander de vous installer convenablement parce que nous allons passer 1h30 ensemble, bien entendu, avec les chroniques que nous allons vous proposer ce soir. Et bien sûr, vous aviez la possibilité de réagir en nous envoyant les messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. On va commencer tout de suite le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La mystique de l'ésotérisme. Sorcellerie importée. Comment en être à l'abri? Deuxième partie. Si c'est vrai que notre existence n'est pas le fruit du hasard et que nous sommes tous des égaux, l'un ou l'autre devant le cosmique Dieu, c'est qu'il se confirme que nous sommes identiques par essence, et nous sommes également l'égal de l'un vis-à-vis de l'autre devant les lois de la nature. Quoi que nous fassions, nous devons savoir que notre responsabilité en est engagée. Si les actes que nous posons nuisent ou édifient, cela retournera contre nous pour le mal que nous avons commis ou pour nous par rapport aux actes posés dans le sens du bien. Ce n'est qu'en saisissant le fondamental de l'ampleur des lois de la nature que la pertinence du principe de la connaissance du bien et le mal se manifeste en nous. Il faut aller en plein, à fond, dans une telle connaissance pour pouvoir répondre aux questions relatives à tous les mystères qui cachent la vie. Ceci étant, la connaissance de toutes ces lois affectera positivement notre quotidien. Soulignons que la nature est un impérieux philosophe qui régit le temps et l'espace. Lorsque nous nous mettons en symbiose parfaite avec elle, nous finissons par avoir la faveur de la connaissance de la haute philosophie de la vie. Une philosophie traditionnelle qui est au-dessus de tout clivage philosophique livresque, celle que l'école classique emprunte dans les horizons matérialistes de la pensée humaine. Celle-ci a une portée limitée puisqu'elle est en mal de repère parce que limitée par la mécanique d'un ensemble de cerveaux formatés qui l'initie. Pourtant, tout le long de notre existence, rien n'est ni tabou ni impossible à réaliser, puisque nous sommes des dieux, les fils des Très-Hauts, le Dieu tout-puissant, omniscient, éternel, et non un Dieu selon l'imagination de l'homme, parce que nous ne le savons pas, puisque tous les moyens spirituels mis jusqu'ici à notre portée ne nous permettent pas d'évoluer dans le sens de mieux comprendre ceci.
C'est pour cela que nous ne savons pas comment procéder pour mettre en exergue tous les atouts mystiques à notre portée ou enfouis en nous. Il est question de développer les pouvoirs à l'état latent qui sommeillent au-dedans de nous. Mais parce que la spiritualité a été embrigadée et que notre être intérieur, bien qu'étant une entité, est restée quasi inexistante tout au long de notre vie. En revanche, c'est lorsque nous aurons à bien distinguer notre être intérieur, âme, de notre corps physique que finalement nous serons à même de connaître qui sommes-nous, afin de connaître Dieu. Ce qui veut dire que le début de la connaissance de Dieu suprême passe par la connaissance de Dieu à l'état embryonnaire, c'est-à-dire Dieu en nous. Une telle approche est portée sur l'appropriation de notre âme. Une telle connaissance nous permet par une gravitation rythmique l'atteinte du stade subliminal de la spiritualité qui rend tout un chacun, homme, quelqu'un d'affranchi. Celui-là qui aurait bénéficié des atouts divins pour son évolution. Alors, nous voici de retour sur votre plateau Le Monde Inconnu. Nous venons de suivre en fait la première chronique que nous vous proposons ce soir. Rappelons que nous en avons 2 pour cette soirée. Alors, professeur, vous revenez une fois de plus avec les lois de la nature. Et quelque part, vous nous parlez de la pertinence, de la connaissance du bien et du mal. Quel rapport faites-vous entre la nature et la connaissance du bien et du mal? Alors, c'est pour dire que nous tous, nous sommes, disons, sublimés ou bien nous sommes entretenus par les lois de la nature et il faut les connaître. Il faut savoir jusqu'où ces lois doivent être respectées. C'est en allant dans ce sens qu'on peut savoir ce que la nature veut et ce que la nature ne veut pas. Ce qui est bien pour la nature et ce qui n'est pas bien pour la nature. Parce qu'en fait, il n'est pas question de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous, on est censé dire que tout ce qui est logique à ce que nous pensons faire, ou alors selon que nous le trouvons logique, est logique déjà. Alors donc, on peut par extrapolation, penser que la logique individuelle prime sur la logique, comment on peut dire, globale, c'est-à-dire ce qui pourrait être d'une logique universelle. L'individu ramène ça à lui et voudrait que c'est ce qui soit bien pour lui et pour tous. Donc, bien d'abord pour tous, parce que lui, il a déjà ça, et donc il faut que les autres acceptent que c'est ce qui est logique. Alors, donc, la connaissance du bien n'est pas quelque chose de facile, étant donné que la logique universelle dont je fais allusion n'existe pas pour les humains que nous sommes. D'abord, notre ego ne nous permet pas de franchir le pas vers le questionnement ou l'auto-questionnement du fait de se culpabiliser de tout ce que nous faisons ou nous posons comme acte, jusqu'à déterminer que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors tout ce que nous faisons est bien. Comme pour dire que ce que font les autres, c'est dans ça qu'il faut voir du mal. Ou il faut voir le mal, quoi. Et ce que nous faisons, tout y est bien. Alors moi, je pense donc que, étant donné que nous sommes identiques, analogues, nous sommes des égaux face à la nature, il n'y a pas de classe humaine supérieure à d'autres. Oui. Parce que c'est pas parce que quelqu'un reste l'enfant que le père ou la mère peuvent croire que cet enfant-là n'a pas des atouts physiques, intellectuels et tout. De la même manière, parce que les atouts physiques, par exemple, font défaut à un bébé,
qu'on ne puisse dire que son cerveau n'est pas encore en place et attend le moment venu à être en place, comme si la tête de ces bébés était vide. La preuve, un bébé peut refuser de manger. Il peut refuser que ses parents ne dorment pas de nuit, parce que lui, il veut jouer avec ses parents. Il peut faire des caprices au point où tout le monde réalise que cet enfant-là ne pleure pas parce que les larmes ne coulent pas, mais crie seulement pour qu'il mette du désordre dans la maison et que ces désordres-là l'intéressent comme ça. Ça veut dire que dès le bas âge, on a son patrimoine de liberté, son patrimoine de logique qui fait en sorte que il faut maintenant que, en vivant avec les autres, qu'on essaye de canaliser ces patrimoines de logique que porte le bébé de par son tempérament dès son petit âge. Alors, au risque de grandir dans cette liberté qui peut devenir le libertinage et en faire de sa logique la logique de toute la famille, de tous les voisins, de tous les quartiers, de tout un pays, et avoir des responsabilités un jour vis-à-vis du peuple où il peut être appelé à diriger, puisque nous sommes en phase avec l'actualité. Alors, résultat, il va faire de sa logique une logique normale qui le met au-dessus de ses propres lois qu'il promulgue. Voilà, donc le bien, c'est compliqué, le mal, c'est aussi compliqué pour soi, mais ce n'est pas compliqué pour ce que fait l'autre. Voilà. Bon, mais moi, jusqu'ici, je n'ai pas encore, parce que quand vous faites, vous parlez du bien et du mal vis-à-vis de la nature. Voilà. Quelque part, moi, j'ai envie de vous demander, quel est donc, pourquoi est-ce que pour qu'on arrive à connaître notre être intérieur, il faudrait qu'on ait la connaissance du bien et du mal par rapport à la nature? Très bonne question. Alors, dans la chronique, on parle de la nature qui est le philosophe qui régit le temps et l'espace. Et nous pensons que les pensées que nous avons ne subissent pas le temps ni l'espace. Par contre, s'il faut mouvoir, s'il faut quitter d'un point à l'autre, il va se passer que selon l'outil que nous utilisons, un véhicule, ou alors que nous allions à pied, nous allons subir le temps. Mais la pensée, elle sera déjà en place avant même que nous arrivions dans les lieux. Alors maintenant, quel est le rapport entre l'évolution de l'homme, la nature, le bien et le mal? Alors ça veut dire que l'homme ne peut pas évoluer s'il n'arrive pas à appréhender à sa juste valeur la logique universelle, où elle se trouve, où elle se situe. Est-ce qu'elle se situe hors de lui ou au-dedans de lui? Est-ce la logique universelle, c'est quelque chose qui existe même, ou alors que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, comme pour continuer à croire à nos logiques individuelles? Ces questions doivent trouver des réponses par nous-mêmes. C'est ce qui nous empêche de ne pas être infantilisés. C'est-à-dire que, où je suis assis là, je ne peux pas dire à quelqu'un que en faisant ceci c'est mauvais, en faisant cela c'est bon. Nous rencontrons ça pour ce qui est de la politique publique, où les lois d'un pays n'ont rien à voir avec le pays voisin. C'est la même chose, les lois d'un foyer n'ont rien à voir avec le foyer voisin. Dans certains foyers, monsieur sort, il revient à 2 heures du matin. Alors ce qui se passe après lui, il ne sait pas. Dans d'autres, c'est madame qui vient après monsieur, après son mari, autour de 21 heures, minuit, 2 heures du matin, et ceci de manière répétitive, de façon à ce qu'elle ne sait pas à quel moment les enfants
ont pris Dorment leur ou- dîner, Oui. ou des On enfants fait les ont devoirs. fait leurs devoirs puisque ces enfants vont quand même à l'école. Comment a été la soirée? Elle n'a jamais été au courant de cette situation. Et ça, c'est une situation parfois qui ne dérange pas le patron de la maison, qui est son mari. Bon, il trouve que sa femme aime se balader, c'est tout. Contrairement à la maison voisine où il y a la bagarre tout le temps parce que madame est venue à 20h, même pas à minuit. Alors, donc, ça se règle au gré de tout un chacun par rapport à son tempérament et par rapport aux affinités qui existent entre les humains. Parce que la loi du travail, par exemple, interdit de licencier quelqu'un pour indiscipline. Mais par contre, la faute lourde, c'est le refus de faire un travail. Et la faute lourde aussi, c'est le fait de ne pas venir au travail. Mais si c'est parce que tu es indiscipliné, ça peut ne pas être possible avec un autre patron. Parce qu'avec un autre patron, tu travailles avec un autre patron, il ne trouve pas en ça un problème. Oui, c'est tout à fait. Ou alors, tu n'arrives même pas à t'indiscipliner parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous lie à ces patrons-là et que tu as bien besoin qu'ils soient toujours contents, toujours contents, toujours contents. Et alors, donc, le mal, c'est quelque chose de péjoratif. Le bien, c'est la même chose. Mais il existe pourtant le mal. Il existe pourtant le bien. C'est donc au niveau de l'initiation. C'est-à-dire, l'initié peut savoir que, à ces degrés, peut-être tuer la souris, ce n'est pas une bonne chose. Tuer le cafard, ce n'est pas une bonne chose, ni les moustiques. Au point où, quand on critique les moustiques, d'être pourvoyeur, du moins facteur du paludisme, le mystique dit que mais Dieu les a créés, il les a donnés pour le champ, des récoltes, le corps humain. Donc, ils doivent bien boire le sang pour qu'ils puissent du moins procréer, pour que leur progéniture arrive normalement. Il faut qu'ils soient en train de se restaurer de notre sang, par exemple. Et ce serait jamais une logique, quand bien même ça peut être ça la logique, parce que on ne sait pas trop pourquoi Dieu crée toutes ces choses. Pour ceux qui sont créationnistes, chaque créature a son rôle dans la vie. Et voilà une logique. Mais est-ce que c'est donc une logique? Puisqu'on va vous parler de malaria, on va vous parler du paludisme, des maladies causées par des insectes, et je ne sais pas moi quoi, de tout ce qu'il y a comme contamination à partir des autres choses que Dieu a créées, en oubliant soi-même qu'en mangeant certaines nourritures, on peut qui va créer un dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement va créer une maladie à la longue. Mais professeur, si le bien et le mal semblent si, je voudrais dire, subjectif, parce que c'est selon la personne qu'on a en face de soi, c'est selon l'environnement dans lequel on se trouve. Alors si le bien et le mal revêtent donc ce caractère, comment est-ce qu'on pourrait donc arriver à faire vivre son être intérieur avec des éléments qui sont si, je vais péjoratifs, dire, ou quoi? non, mais qui ne sont pas stables, c'est-à-dire qui varient selon qu'on est en face telle ou en face Y. Bon, moi je pense que la variabilité des éléments n'est qu'une manière de gérer le quotidien. Parce que si vous êtes dans une ville, les problèmes de cette ville-là vous concernent. Et si ça fait chaud pour tout le monde. Donc on fait avec et on s'adapte jusqu'au moment où on ne sera plus dans cette ville. Si vous allez ailleurs, c'est le froid, c'est l'hiver, c'est ci, c'est ça. Alors on fait avec. Et vous trouvez que dans un pays, il y a 4 saisons, il fait trop chaud par moment. On a l'impression que vaut mieux qu'il fasse froid éternellement, mais quand il va faire froid dans des pays où tout est à l'extrême, comme l'Europe, alors on se pose la question que c'est quelle histoire.
Nous qui sommes en Afrique, et surtout Afrique équatoriale, nous, on est dans une situation de climat tempéré, on peut dire que nous avons donné, Dieu nous a donné de la chance, Dieu entre guillemets, bon, mais la nature, bien entendu, nous a donné une certaine chance à vivre notre climat tel que nous la vivons, et sans trop de problèmes. Alors, mais est-ce que la nature elle-même n'a pas ses lois et que nous sommes obligés de subir? C'est là où commence la première question chez les hommes. Est-ce que vous pouvez faire avec quelqu'un dont l'ego a atteint un niveau, disons, d'arrogance très élevé et contenir cet ego de façon à brimer son ego pour ne pas en créer, oui, pour ne pas en créer un choc. Alors, c'est ça le début de la connaissance. Mais dans ce cas, que faut-il faire? Parce qu'effectivement, à un moment, on va sûrement éclater. Non, on ne peut pas, on peut comme on ne peut pas. Parce que ça dépend. C'est pourquoi on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Alors, lorsqu'on est jeune, on a l'impression qu'on peut déplacer les montagnes parce que d'abord, on a une énergie, on a une hyperactivité, on saute, on court, on fait tout. Il faut regarder les enfants dans la maison. Ils ont l'impression qu'il faut monter sur les murs, il faut attraper la fenêtre, il faut passer par-dessus les tables et tout. Et même bouger les meubles et bouger même des appareils déposés sur les meubles, la télé et tout, certains enfants sont exacerbants. Alors, que font les parents? Est-ce qu'ils les tuent? Ah non, ils les contiennent. Ils font tout pour les contenir. Oui, mais peut-être parce que là, c'est une relation parent et enfant qui est très différente d'une relation entre deux grandes personnes, surtout inconnues, oui, n'appartenant même pas à une même famille. Mais qui se sont mis quand même ensemble oui. dans le but de vivre le meilleur et le pire. Malheureusement, l'hyperactivité de l'ego et de l'autre provoque un choc. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec du recul? On peut rigoler un peu avec ça. Bon, disons, vous êtes dans une situation où monsieur vous dit que vous ne regardez pas la télé quand il est là. Et il n'y a pas les moyens d'acheter 2 postes de téléviseur à la maison. Et dès qu'il arrive, il prend la télécommande, il regarde la télé lui seul. Bon, parce que les programmes de ces programmes ne sont pas les vôtres. Bon, mais alors vous faites comment? Vous lisez. Vous étiez à l'école pour ça. C'est que vous pouvez maintenant vous former à faire autre chose avec votre intellectualité et qui vous permet d'oublier la brimade. Et derrière, ça va se créer une autre ambiance qui va faire en sorte que le fait de se plonger dans ces lectures et tout, bon, et avec un état d'esprit aux vibrations positives, alors le mec, il va commencer à te donner la télécommande. Parce que ces vibrations vont le toucher au niveau de son cœur, puisque l'ego est beaucoup plus placé au niveau du cerveau. Alors, on ne peut pas vivre avec une personne dans la même maison, lui faire souffrir tout le temps, et que l'autre ne dise rien, et qu'on continue à le faire. Sauf si la personne qui ne dit rien est habitée par une forme de vibration animale. C'est-à-dire que la personne cogite le malheur dans le milieu à travers la rancune. Mais si la personne dit que bon, mais ça c'est une peine perdue, ce mec, lui, il est comme ça. C'est comme en période d'élection, là maintenant, les messieurs et les dames ne sont plus ensemble, chacun étant dans son parti, surtout que certaines élections, il y a vraiment de quoi subir la mouvance. Bon, d'autres ont dit que c'est juste une élection. Bon, on s'en fout, les gens ne sont même pas dans la mouvance. Alors, donc, quelqu'un sur son WhatsApp fait passer des messages sonores, des vidéos qui empêchent madame ou monsieur de se concentrer et tout.
Mais on va faire avec jusqu'à la fin. Certains mariages peuvent s'éclater. Mais professeur, c'est même ça le hic, c'est que si aujourd'hui on décide de faire avec, de créer une nouvelle ambiance, ça veut dire qu'il faudrait avoir une certaine prédisposition pour arriver à le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre au-dessus de certaines situations pour éviter de créer effectivement le choc entre les êtres? Pour éviter le choc, quoi. Tout à fait. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai commencé par donner une recette, mais peut-être que d'aucuns aimeraient bien qu'on dise qu'on prend quand même le gingembre, on mélange avec le citron et on boit avec, je ne sais pas, avec le matango du village. Le tout, après qu'on ait tourné ça très bien, et là, ça sera une recette que chacun va copier. Parce que j'ai remarqué une chose chez les colonisés de la France, tout a un médicament. La déprime, que ton mari t'a bien bastonné, tu te retrouves à l'hôpital, tu commences à délirer, on t'envoie chez le psychiatre. Qui n'a rien à voir avec la bastonnade, mais il a à voir avec ton cerveau. De tes 4 lobes de cerveau, va voir ce qui fait que tu continues à délirer là. Allez, il va bombarder un psychotrope. Et tant pis si ton cerveau pète jusqu'à ce que tu deviens finalement folle alors. Bon, alors, nous, en métaphysique, c'est pas cela. En métaphysique, on pense que il faut amener les gens par une auto de, comment on appelle ça, les gars qui ont remplacé les religieux, ils appellent le développement, ils appellent ça le développement personnel. Développement personnel. Bon, ça, il faut parler aux gens de tout et de rien et que après ils voient qu'eux aussi sont les gens. Ah non. Nous disons ceci, vous ne pouvez pas être en guerre contre vous-même. Si vous vous mariez, c'est maintenant votre moitié qui est de l'autre côté. Que cela soit un mariage par coup de foudre, parce qu'il y a les mariages qui ne sont pas des mariages, mais qui unissent quand même deux entités. Parce qu'au-delà de deux êtres, mais il y a derrière ça deux entités, dont deux âmes, dont deux personnalités, dont deux personnes dont le moi intérieur doit conjuguer les mêmes efforts pour l'unicité. Alors, il faut dire aux gens que c'est cette unicité-là qui amène à ce que la logique de l'autre soit absorbée par celui qui subit cette logique-là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours avoir envie. Bon, prenons par exemple un homme âgé, que je suis et que je sois aux prises dans une relation avec une jeune fille de moins de 30 ans, 20 ans, 25 ans, donc entre 25 ans et 30 ans, et qui a besoin de jouer, de s'amuser un peu, de courir, de se titiller, de se pincer, de rigoler. Mais il faut que je rigole. Mais même quand bien même j'ai tous les problèmes du monde à régler, mon travail, mes autres enfants et tout, le manque d'argent, et il faut rigoler par moments, à gorger de ploie et courir un peu dans la maison. Ça, la petite va se poser la question que maintenant, on a dit qu'il y avait un conflit de génération. Mais celui-là, il est comment? Alors, il faut que celle-là, elle vienne me dire, bon, mais moi, je vais aller danser. Comme toi, tu ne veux pas aller danser là. Bon, moi, j'ai mes amis, je dois aller danser avec eux. Je dis, mais attends, mais va danser. Parce que, d'un côté, il faut que moi, je sache que sa vie en vaut aussi quelque chose dans la mienne, mais ce n'est pas la mienne qui doit être au-dessus de la sienne. Elle est en train d'expérimenter un certain nombre de choses de la vie que moi, j'avais déjà expérimenté. Oui, mais professeur, dans ce cas, on pourrait peut-être dire que c'est parce que vous aviez une expérience, vous aviez un certain temps d'avance sur elle. Mais maintenant, pour celui-là qui est, par exemple, novice, on prend, disons, un jeune couple, c'est la première fois de faire cette expérience. Et même des personnes qui ont même déjà eu cette expérience n'ont pas toujours cette
capacité à se mettre au-dessus de certaines choses ou alors à se mettre au niveau de l'autre pour pouvoir créer une autre ambiance. En fait, moi, mon propos, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour arriver effectivement à peut-être se retrouver en train de danser parce que celui qu'on a en face de nous voudrait qu'on danse. Et juste pour ne pas casser l'ambiance, qu'on accepte de danser pour faire plaisir à l'autre, mais tout en restant heureux, nous, à l'intérieur de nous. Parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion aux vibrations positives. C'est-à-dire, je lis mon roman, mais tout en projetant de vibrations positives qui toucheront le cœur de l'autre. Donc, il faut que je danse, mais en dégageant de bonnes vibrations. Comment est-ce que cela... Alors, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à le faire sans toutefois être fâché? Alors, vous êtes deux jeunes, à peu près 5 ans d'écart d'âge. L'un, 32 ans, c'est madame. L'autre, disons, 37 ans, c'est monsieur. Alors, tous les deux, la personne qui est plus expérimentée, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme. Parce que la femme de 15 ans, de 16 ans à 21 ans, sur le plan sentimental, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. Puisque de 1 an à 7 ans, la jeune fille connaît son statut de fille, alors que certains garçons ne connaissent pas leur statut de garçon. S'il est dans la mêlée des filles, lui seul comme garçon, il va se considérer comme une fille normalement. Jusqu'à ce que c'est sa petite sœur qui lui rappelle que toi tu es un garçon parce que il y a quelque chose de différent en toi par rapport à nous. Alors, donc, la femme, sur le plan relation sentimentale, par exemple, s'il faut y aller pour essayer de parler, d'être pragmatique, elle a une longueur d'onde de plus. Donc, c'est pourquoi il n'est pas recommandé de se marier d'un homme qui est aux abords de ton âge. Parce que lui, il ne comprend rien du tout. Rien. Il faut que vous ayez une chance que vous tombez sur quelqu'un qui a un tempérament au-dessus de son âge. Parce que ce n'est pas toujours l'âge. Mais nous parlons de l'âge quand même pour s'appuyer sur quelque chose. Pour qu'il puisse te contenir lorsque tu as 20 ans, le gars a 25 ans. Tu as 30 ans, le gars a 35 ans. Il y a quelque chose qui manque à ces gars que toi tu as déjà. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux lui expliquer certaines choses par intuition, que c'est comme ça que je perçois ces choses, elle pense que tu cherches à le dominer. Et il y aura un problème. Maintenant, toi, tu ne peux pas accepter que tu vois les choses avant. Tu vois même parfois venir les choses. Et que, parce que tu veux que votre relation, votre mariage réussisse, que tu te laisses aller dans une certaine forme de brimade avec des coups parfois, qui arrivent comme ça parce qu'il y a éclat de voix. Bon, pour finir, ça va te décourager et tu vas faire le recul. Par contre, quand une fille de 30 ans se marie avec quelqu'un de 50 ans, il faut bien qu'elle ait fait trop d'aventures avec des gens âgés pour voir le manquement de cet homme-là dans son comportement. Parce qu'il y a comme si on admirait l'autre, on en faisait son miroir. Bon, ce n'est pas une manière de dire aux jeunes filles, allez vous marier avec les vieilles personnes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de parler logiquement à quel moment il ne peut pas avoir de choc. Bon, maintenant, ce qui est mauvais pour les gens très âgés, ils sont trop regardants parce que d'un côté, ils trouvent que la jeune fille l'aime par intérêt. De l'autre côté, ils trouvent que la jeune fille est une gamine. Donc, quand il parle, elle doit écouter. Donc, il y a plein de choses. Et surtout, quand la jeune fille s'aperçoit que celui-là, peut-être, il a un bagage intellectuel, mais il est vide. Donc, c'est une tête bien pleine, mais mal faite. Alors, quand la petite, là, commence à te faire des pics
sur cela, ça te révolte. C'est là que tu veux, par brimade, l'amener à comprendre qu'elle n'est qu'une petite et que tu... Donc c'est vous Bon, alors, donc il y a toujours ce choc. Par contre, dans le cadre des personnes initiées, alors là, je extrapole, je tombe dans le domaine métaphysique. Nous ne sommes plus dans le social pour le social. Des personnes initiées, tu sais à quel moment tu dois tuer les mouches, tu dois tuer les cafards, tu dois tuer les moustiques, à quel moment tu ne dois pas tuer, tu les vois faire et tu restes tranquille. C'est la même chose que tu as apporté vers les hommes. Hein? Et encore quoi, encadrer des personnes qui sont autour de toi parce que tu ne vis pas pour toi. Un initié ne vit pas pour lui. Il vit pour les autres. Son argent, c'est pour tout le monde, homme ou femme. Parce que quand il donne aux femmes et qu'il est homme, on dit, oh, mais les filles ont fini son argent. Mais lorsque on le voit faire la même chose avec des garçons, qu'on dit, bah, alors, mais celui-là, il ne sait pas qu'on garde de l'argent. Bon, alors, donc, quand on est initié, certaines choses deviennent des outils au service de la collectivité. Parmi ces choses, de l'argent. On n'a pas besoin d'en amasser. Voilà. D'accord. Donc, on va aller à la deuxième chronique. La deuxième partie de notre chronique qui traite essentiellement de la politique. Mais moi, je voudrais juste faire comprendre aux téléspectateurs que c'est clair, il n'est pas question de mariage. On a pris juste un exemple pour ressortir cette possibilité de créer, de faire naître en nous, ou alors de faire briller notre être intérieur afin de nous mettre à l'abri de certaines situations de la vie. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la chronique. Sorcellerie importée. La politique et la démocratie, outils de l'esclavage. Étant donné que la métaphysique est une science de l'affranchissement spirituel pour chaque individu, il n'est que normal qu'elle puisse s'intéresser à tout ce qui touche le domaine social. D'ailleurs, tout est organisé par les malins qui, dans le but d'assujettir tout le monde, ils ont eu à impérialiser tous les peuples à travers la planète. Notre globe terrestre qui appartient à tous, ils en ont fait la leur, imposant leur hégémonie, leurs normes, par leur manière de percevoir la vie. Faute des connaissances spirituelles, voire divines, notre existence s'est retrouvée à la traîne et surtout à la merci de ce prédateur. Tombé dans les élans de la superstition, la croyance en un certain Dieu est née. Et parce que notre vie traverse des périodes troubles, nous nous sommes vus comme obligés à attendre de l'aide venant d'autrui. Ceci a plutôt accentué la misère, le désespoir, la lamentation, l'infertilité des couples, le chômage, l'échec aux examens, qu'aussi dans les relations, le mariage, etc. Eh bien, tout est mal parti du moment où on nous a fait croire que la priorité serait portée sur la vie matérielle. C'est ces prédateurs qui nous ont détournés du chemin de la divinité. D'ailleurs, ils ne cessent de nous faire croire que Dieu, c'est l'argent, c'est la réussite matérielle. Il est bon à comprendre que c'est lorsque nous aurons maîtrisé tous les paramètres qui nous permettent de savoir comment fonctionne notre existence que nous saurions plus de choses sur nous-mêmes par rapport à notre individualité et celle des autres. Dès lors, nous serions à même de maîtriser la vie tant du point de vue métaphysique que physique et connaître où serait logé Dieu, celui dont nous faisons allusion depuis toujours. Métaphysiquement, évoluer signifie s'élever, s'agissant de l'âme, mais c'est aussi franchir des étapes existentielles qu'englobe la vie. Sinon, à cause de notre appartenance à une religion, aussi à une couleur de la peau, de la langue maternelle qui est la nôtre, nous sommes heurtés occultement à un mur. C'est tout ceci qui bloque notre développement spirituel.
Une situation qui est empirée par une hégémonie bien orchestrée. Le mur en question est, outre la dite hégémonie, serait bien bétonné par la religion, le système scolaire d'asservissement, dont les travaux de finition de cet édifice de l'abêtissement trouvent le meilleur de son architecture dans la politique. Mais de nos jours, quand on parle de la politique, on ne voit que mesquinerie, barbarie et autres. Pourtant, à la base, ce fut un mouvement métaphysique de politesse et de civilité. La politique se définissait comme étant la science des affaires de la cité. Sous l'égide de l'État, elle aménageait les intérêts de tout le peuple. Mais au fil des âges, la politique a perdu ses lettres de noblesse. C'est là parce que ses acteurs sont tombés dans l'abus de pouvoir, ayant perdu ainsi toute notion de courtoisie qui était à la base. Ils se sont montrés mesquins. À cause de ces dérives, on a fini par faire appel à la démocratie. Mais alors... Voilà. Alors, nous sommes arrivés, excusez-moi pour le léger retard. Donc, cette deuxième partie nous présentait un peu ce que c'est que la politique et aussi la démocratie. Mais professeur, vous dites que la politique était à la base politesse et civilité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de... C'est-à-dire que ce qui crée la religion, je vais aller de coq à l'âne, ce qui crée la religion pour la première fois, c'est pour se relier à Dieu. Ils pensent vraiment à Dieu. Ils veulent vraiment qu'il y ait une communion entre l'homme et Dieu. Alors, mais avec le temps, l'envie d'asservir les êtres humains, nos semblables, a amené à ce qu'on ait une autre manière de croire en Dieu. C'est la même chose avec la politique. La politique était une manière de gérer la cité sur la base de la politesse, la civilité, et puis, c'est-à-dire la concordance, c'est-à-dire le communautarisme. Donc, il y avait comme un besoin de voir des gens rassemblés autour d'un même principe de vie, d'un même fonctionnement de vie, pour bagarrer ensemble contre la misère. Parce que la planète Terre est la planète de la souffrance. Alors, pour qu'on souffre seul, quand on souffre seul, c'est plus cher, plus difficile que lorsqu'on souffre ensemble. Parce que lorsqu'on souffre ensemble, on dit souvent qu'une main ne fait pas le paquet. Mais deux mains en font. Donc, plusieurs mains peuvent en faire plus. Donc, on édifie la vie. On n'édifie pas la cité. La cité, c'est les hommes. Ce n'est pas des maisons. La cité, c'est les âmes. La cité, c'est la qualité de vie et que les gens doivent mener. La cité, ce n'est pas des routes où on va mettre les vignettes, prendre de l'argent, mettre dans ses poches, alors que les impôts sont payés pour que les routes soient bonnes. La cité, ce n'est pas de l'argent qu'on va prendre à partir des taxes et impôts pour faire de sa famille une famille bien et la famille des autres qui payent ses impôts du n'importe quoi. La cité, ce n'est pas des gens malades qui vont se morfondre derrière des molécules que d'autres gens viennent vendre sans qu'il y ait une idée de ce qui régente la cité, de comment faire pour qu'on ne dépende pas de ces gens-là. Parce que quand on dépend des gens, on en devient esclave et pour finir, le rôle de la cité, des personnes qui gèrent la cité, devient totalement absent. Là, maintenant, les gens battent campagne. J'entends seulement parler de plateaux techniques et tout. Ils ne nous disent pas qu'ils vont aller dans l'arrière-plan, les voir comment les ancêtres soignaient les gens, pour que de temps en temps, la balance commerciale des médicaments que nous ne fabriquons pas et qu'en plus nous tue.
pour la plupart des cas, n'en fassent pas des dégâts continuellement. Donc quand on fait la politique, on doit être poli. Hein? Si tu manques de politesse, tu n'es pas coriace. Et là, tu n'es pas nécessaire pour tes congénères. Voilà. Mais, professeur, est-ce que vous ne pensez pas que faire de la politique pour être poli, ça c'est une politique, je dirais, qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Qui n'existe plus. Ah, elle a existé. Mais bien sûr, parce que c'était ça la naissance de la politique. Et comment étaient ces communautés? Mais c'est la naissance de cette politique-là qui a créé plusieurs sortes de politiques. Parce qu'il y a la politique pour la politique, mais il y a la politique sociale, qui voudrait que, bon, on dise que les handicapés, il faut qu'on les prenne en charge, les femmes enceintes, les enfants et tout. Bon, donc, dans la politique globale, il y a des branches de politique. Bon, maintenant, pourquoi ces branches de politique existent? Parce que la base de la politique, c'est ça. La politique n'est pas pour le pouvoir, hein, des signatures d'arrêt de mort ou de vie, pour des gens qu'on n'aime pas voir, ou bien pour des choses qu'on n'aime pas entendre et qui dépendent de votre logique personnelle. Et dans le même temps, vous ne faites rien pour appliquer vos propres lois. Hein? Mais pour ça, est-ce que vous pensez que cette politique-là, c'est-à-dire cette façon de gérer la cité avec politesse, avec civilité et tout le reste, parce qu'à un moment, moi, je me rappelle, dans la Bible, on dit que les maîtres soient les serviteurs. J'ai l'impression qu'il s'agit de cela, en fait, quand vous parlez de politique dans le thème de politesse et civilité. Est-ce que vous pensez que cela est possible actuellement? Alors, cela n'est pas possible. Parce que nous restons logiques dans le travail que nous faisons à travers cette émission, d'édition en édition. Si nous lançons un coup d'œil sur des éditions antérieures, nous avons parlé de la société, des sociétés secrètes. Les politiques, aujourd'hui gérées dans le monde, se gèrent sur le label des lobbies. Et ces lobbies sont des lobbies parfois occultes ou essentiellement occultes avant que ça ne soit des mouvements, des groupes des financiers et tout, qui eux, ils ne veulent pas voir les richesses plombées et ont besoin des jouettes, des marionnettes qui doivent gérer les biens de tout un peuple, lesquels biens sous leur contrôle. Ici, je fais allusion des biens naturels, donc le sol, le sous-sol et tout, y compris les intelligences des gens de ces pays. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a un système scolaire qui doit contrôler les intelligences. Contrôler les intelligences, c'est quoi? C'est de décréter qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Alors, ces décrets passent par la valeur déclarée. On décrète d'abord les diplômes, le bac. Là, c'est une signature qui a l'office du baccalauréat. Décret numéro tant. Alors, derrière l'office du baccalauréat, il y a le contenu, parce que le baccalauréat, c'est le contenant. Le contenu, c'est qu'on n'y mette rien. Qu'on fasse réciter les choses aux gens. Après, on vient, on les déclare bacheliers. Bon. Alors, à partir de là, on contrôle la cité. Parce que, ça dit, tout est contrôlé, même le cerveau des gens est contrôlé. C'est la haute sorcellerie. Hein? Et cette sorcellerie-là nous vient d'ailleurs. C'est vrai que ça ne nous trouve pas aussi des mains vides ou des mains nues. Ça trouve que nous, on attend ça. Ah d'accord, non, on n'attend même pas qu'on a eu à le faire dans le passé. Ah ben non, mais on attend ça parce que l'homme, son ego voudrait qu'il soit le maître. Bon, si on te rend maître, même si toi tu étais minable hier, parce que nous avons la valeur déclarée, la valeur décrétée et la valeur acquise ou conquise. 3 sortes de valeurs. La valeur déclarée, c'est une valeur universitaire, une valeur scolaire et tout. Donc, que tu aies triché ou pas, on s'en fout. Tu as eu la note. Bon, alors, la valeur décrétée, tu étais un va-nu-pied au quartier
qui ramassaient des mégots de cigarettes par-ci, par-là. Le décret sort des mégots de cigarettes à 7 millions de francs. Tu es dans une institution de l'État, soit la télé, soit quoi. Et puis tu portes les grosses versets déjà, tu parles le gros français. Alors que tu as passé 10 ans de chômage, on ne t'a jamais vu faire même un petit cabinet pour montrer que tu savais parler français. Bon. Alors, autant de choses qu'il faut décrire, le noir que nous sommes. On n'a pas à continuer à ne pas être regardant sur ces choses-là. Hein? Parce que c'est ces choses-là qui font dépenser de l'argent aux parents, hein, pour que nos enfants soient. Et alors, aujourd'hui, lors des débats qui se passent dans les télés, des petits garçons comme ça tiennent des professeurs d'université en haleine, que si bien qu'ils bougent faire, ils veulent même bagarrer, en leur faisant des petits pics de raisonnement. Parce que ceux-là, ils enseignent sans raisonner. Ils réfléchissent seulement comment faire du programme scolaire la chose politique qu'il faut pour le pays. Mais, professeur, actualité oblige. Ah oui, nous sommes là. Nous sommes en métaphysique d'actualité. Alors, actualité oblige. Et ça dit, professeur, que on jette un coup d'œil de tous nos candidats que nous avons actuellement. Aucun ne serait un initié qui puisse à un moment donné nous apporter cette gérance de la cité tout en tenant compte du semblable qu'il a en face de lui. Bon, alors, moi, je pense que l'ancien des anciens est un initié. Malheureusement, initié ou pas initié, quand on est africain, on n'est pas dans la peau d'un initié par rapport aux derrière, aux lobbies qui sont derrière. Alors, c'est pourquoi il faut trouver son indépendance lobbyiste d'abord pour pouvoir mettre en place un mécanisme qui fait en sorte que la gérance de la cité ne soit pas chaotique. Donc, c'est très compliqué parce que souvent, si nous voyons bien la chose, puisque l'actualité oblige, c'est pas pour rien que pour une population de 20 millions d'habitants ou plus, moins de 10 millions vont au vote. Là-dedans, il y a deux catégories d'inscription. L'inscription des gens qui, comme c'est que lui-là, il peut voter celui pour lequel on inscrit les gens. Et l'inscription, non, des catégories de citoyens et la non-inscription au lycée électoral des gens qui pensent que ce n'est pas le vote. Alors, si démocratie vaut la peine, comme nous le verrons la prochaine édition, c'est qu'on doit faire le référendum. On ne peut pas faire un vote sur plus de 20 millions d'habitants, que si près d'un tiers seulement se soit présenté. Et ceci est valable partout, même en France. Parce que des fois, c'est moins de 30 millions d'habitants sur 65 millions d'habitants qui vont au vote. Mais alors donc, il y a un problème en démocratie qui ne dit pas aussi son nom. Mais aujourd'hui, nous parlons politique. La prochaine édition, on va parler de démocratie. Voilà. D'accord. Mais professeur, tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faudrait à un moment donné créer son lobbyisme pour pouvoir se détacher de ce que nous avons derrière. Parce que au départ, vous nous avez dit, on a parlé des sociétés secrètes avec ce qu'ils ont comme lobby et autres. Et aujourd'hui, ce sont ces sociétés secrètes qui tiennent le monde. Et aujourd'hui, vous me dites que si il faut se détacher, il faut peut-être créer son lobby. Moi, je voudrais bien savoir, s'il faut créer, c'est nos dirigeants africains qui doivent créer pour pouvoir mener l'Afrique comme cela devrait être fait, ou alors ils doivent créer ces lobbies pour peut-être se débarrasser de ce qui existe actuellement, mais continuer dans la même lancée excusez-moi le thème, peut-être truander les populations. Ouais. Bon, alors, tout est permis parce que nous ne faisons pas politique. On fait une analyse métaphysique. L'Afrique a la capacité de vaincre n'importe quel continent si les chefs de l'État africains s'organisent pour cela. Alors, la première chose, c'est de créer leur lobbyisme, qui est propre
pour l'Afrique. Donc les sociétés secrètes. Lesquelles sociétés secrètes qui existent, qui ne doivent pas être inféodées par le pouvoir central. C'est-à-dire les Bambombok, les Lakam, tout cela, ne doivent pas faire allégeance à un chef d'État en Afrique. Ne doivent pas. Ils doivent plutôt l'édifier, c'est-à-dire le porter, le soutenir, mais pas venir se courber devant lui, comme un Bombok n'a pas le droit de faire à ce que quelqu'un lui pose la main sur la tête, ne fût-ce qu'un prêtre ou un pasteur sous prétexte qu'on le baptise. De même, les rois mis en place par l'Occident en Afrique devraient aujourd'hui comprendre qu'ils ne gagnent rien avec ces gens-là. Et maintenant, faire en sorte qu'il y ait dans toute l'Afrique une association africaine lobbyiste, hein, permettez-moi les termes, peut-être rébarbatifs, bon, qui est comme une société secrète africaine pour le nouvel ordre mondial où l'Afrique a son mot à dire. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est l'Illuminati, c'est les autres mouvements initiatiques venant d'ailleurs. Et l'Afrique n'a rien à donner dans ces milieux, ne serait-ce que c'est seulement aller y adhérer. Alors, vous adhérez quelque chose dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, comme les gens qui vont se faire baptiser chrétiens, catholiques, musulmans et tout, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants, ils deviennent quoi? C'est ça le problème de l'Afrique. Et puis, quand tu veux parler, on dit laissez les Blancs tranquilles, c'est l'Africain lui-même qui est cause. Certes, nous sommes cause, mais on a mangé nos cerveaux, on fait alors comment? D'où moi je parlais le thème central de notre édition, on parlait de la sorcellerie importée. Nous avons finalement importé la sorcellerie. Les gens, ils ont exporté leurs forces négatives ici. Nous, on a dit, bon, ok, mais c'est bon. Nous le voulons. Alors, pour faire quoi? Qui n'a pas vu comment quelqu'un meurt? Hein? Qui n'a pas vu comment quelqu'un meurt? Quelqu'un a quoi en mourant? On gesticule pour faire quoi? Pour obtenir quoi à la fin? Que vous tuez, peut-être vous êtes quelqu'un qui ne veut pas les opposants et que vous tuez tous vos opposants. Après vous mourrez, non? Tout à fait. La joie que vous avez, c'est que vous voyez l'autre est bon déjà. Mais vous allez mourir aussi. Mais en fait, vous le suivez pendant Mais après, même que vous ayez fait 10 ans après ou 20 ans, hein, suivez mon regard, on connaît tout ce qui se passe. Pendant ce temps, le pays reste. Et il restait comment? C'est ça la question qu'il faut poser. Hein? Et cette question-là est valable partout. Parce que ce n'est pas seulement valable en Afrique. Mais parlons Afrique. Alors, si nous ne nous développons pas, c'est la faute de qui? De nous tous. De ceux qui nous ont colonisés, de nous-mêmes. Bon, si on prend par exemple les chefs traditionnels qui parcourent, qui vont à gauche, à droite, souvent on ne sait pas pour quel but. Parce que, en fait, en réalité, quelle est la qualité de la vie que le chef traditionnel doit défendre? Et qu'est-ce qui le fait gesticuler? Son ventre, son bas-ventre, son confort? Ou il gesticule pour ses enfants? Entre guillemets, quand je dis des enfants, un chef traditionnel, ce n'est pas sa progéniture directe. Tout à fait, c'est mais toute sa communauté. C'est toute la communauté. C'est pour ça qu'il gesticule personnellement. Alors, on devrait par moment faire des forums de veille où on invite les jeunes. D'ailleurs, on va commencer à faire ces travaux-là, à venir pour l'élévation de leur esprit, non dans le sens du développement personnel, mais dans le sens mystique, sans que ce soit un mysticisme de la magie noire qui détruit l'homme, mais un mysticisme qui affranchit l'homme, qui fait qu'il gagne de l'argent quand il faut, et quand il ne faut pas, il n'en a pas besoin. Il sait à quel moment il doit s'habiller, à quel moment il doit manger, à quel moment il doit dormir. C'est-à-dire la connaissance de la vie, des règles de la vie, les règles de la vie saine, hein, et non l'acquisition des biens matériels que procure
certains mouvements et certaines considérations ou certaines institutions. D'accord. Donc, on va aller très rapidement avec la réflexion de ce soir parce que nous avions déjà fait le tour de nos deux chroniques, partie 1 et partie 2. Maintenant, nous allons vous proposer la réflexion. Vous allez découvrir de quoi il s'agit. On se retrouve juste après. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. Oui, on va dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que cela ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, ben, finalement, le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, professeur, on nous présentait un colloque au cours duquel on débattait des problèmes africains, notamment de la montée exponentielle de la population africaine. Rappelons que là, c'était en 2015. Oui, on a programmé cet événement-là exprès. C'est qu'ailleurs, les gens réfléchissent. Ils raisonnent même comment faire un modèle de vie et aller coller ça aux autres. Nous, on fait quoi? Voilà. Parce que c'est lamentable. Ces gens-là sont restés comme ça, ils disent allons esclavagiser ces gens. Ces bêtes de somme. Ils nous ont esclavagisés. Ils sont restés comme ça, on dit l'esclavage aboli. C'est la colonisation maintenant. Ils nous ont colonisés. Après, ils sont restés comme ça, ils ont dit, faisons comme si ce n'est plus la colonisation. Néocolonisons les gens là. Ils nous néocolonisent. Bon, on colonise à nouveau, quoi. Voilà. Donc, après la colonisation est comme avant la colonisation, et pire. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus le blanc devant nous. Si tu fais quoi contre les médicaments, c'est les noirs qui auront le blues, qui vont remplir la route. Bon, et ils ne savent pas fabriquer le médicament, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est, ils prescrivent seulement. Bon, mais ils vont défendre mordicus la cause des industriels du Nord, des pays du Nord, au point où tu vas te demander que, mais attends, ils gesticulent même pourquoi? mais si tu es seul, on va même t'écraser, on va te tuer par piétinement. Alors donc, ça, on peut dire que De Gaulle a cultivé un champ. Et aujourd'hui, les autres récoltent. Bon, il faut que l'Afrique, que nous ayons aussi un champ à cultiver, ne serait-ce que
une autoculture de quelque chose que nous pouvons récolter aussi nous-mêmes. Parce que quand on parlait de l'affranchissement de l'homme, c'est que l'homme doit cesser d'être infantilisé. C'est un défaut, c'est inhumain, c'est antichrist. Parce que le tout n'est pas de dire je suis de Jésus-Christ ou bien d'Allah, mais c'est de voir qu'on cautionne quoi. Parce que cautionner quelque chose ne veut pas toujours, et ne pas cautionner quelque chose, ne veut pas toujours dire que tu as dit je ne veux pas. Celui qui cautionne quelque chose peut être celui qui dit que ça je ne veux pas, je n'aime pas faire, je n'aime pas entendre parler de ça. Alors qu'il est dans l'autre soupe, hein, il est même en train de tourner la marmite qui déverse la soupe ici, et lui il ne sait même pas comment les choses se passent. Donc à partir du moment où les mouvements qui nous ont colonisés et sont toujours en place, par lesquels on a été colonisés sont toujours en place, et que nous faisons la part belle, parce que deux fois sur YouTube, quelqu'un m'écrit des choses, que je savais, écrit des choses par rapport à l'émission, que sa réaction est si désolante, à savoir qu'il est noir. Pendant ce temps, les Blancs n'écrivent pas ces choses-là, mais ils suivent bien YouTube, ils comprennent que nous sommes sur une juste cause, parce que tu ne vas pas dire que quelqu'un doit venir construire ta maison, hein, alors que tu peux le faire. Quand bien même tu ne peux pas le faire, tu peux essayer quand même à le faire. Donc, moi je pense qu'en écoutant ce que nous venons d'écouter là, on comprend qu'ailleurs on réfléchit sur ce que sera l'Afrique demain et comment faire pour barrer ça. Pendant ce temps, nous on ne réfléchit pas sur ce que sera l'Europe demain. Non seulement pour barrer, mais puisque nous, on n'a même pas envie de barrer quoi que ce soit. Nous avons plutôt envie d'aller y rester. Et là, c'est bon. Parce qu'il y a plusieurs façons de coloniser quand même les gens. En quittant son pays, en allant élire domicile dans le pays de ces derniers, et en faire des enfants qui ne sont plus, qui sont que des hybrides. Bon. Alors, la nature, c'est ça. Ils sont venus vers nous, nous on retourne vers eux. Et c'est ce que l'autre déplore. Et attendons voir ce que ça va donner d'ici 2050, comme il dit, 2035. Voilà. Mais, professeur, moi j'ai envie de vous demander, d'accord, les autres réfléchissent, parce que là nous sommes en 2015, aujourd'hui nous sommes en 2018, c'est-à-dire 3 ans après ce colloque. Bon, maintenant, moi je veux réfléchir, que faire? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Africain que nous sommes, nous comprenions qu'il faut réfléchir? Alors, ce que nous faisons, particulièrement dans le cadre de cette émission, c'est déjà que nous sachions qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, à partir de là, tu es comme quelqu'un qui sait qu'il n'a ni père ni mère, en tant que tel, dans son entourage. Son père, maintenant, c'est Dieu. Il doit donc aller directement le voir. Parce que quand tu peux rester, que tu as un problème, que tu n'accouches pas, tu ne fais pas de bébé, tout court vite quelque part, soit en médecine. Là-bas, on te dit tu as les trompes bouchées. On fait l'insufflation des trompes fatiguées. Aucun bébé ne reste. Bon, du moins, rien ne se produit, je vais dire. Après, tu quittes là. Tu pars voir, parce qu'on t'a dit ne pas voir les choses de la tradition. D'abord, c'est le charlatanisme. Toi, tu es né. Tu n'es pas né là où Jésus est né. Tes arrière-grands-parents ne l'ont pas connu. Tu venais de le connaître quelques années là quand le blanc arrive. On te dit que tout ce que tes arrière-grands-parents ont fait dans leur existence n'a pas de sens. C'est ce que les étrangers, l'inconnu est venu avec, qui a des sens dans ta vie. Allez, tu quittes. Maintenant, tu es parti de l'autre qui avait des sens, ça n'a pas eu de sens parce que l'enfant n'est pas venu. Tu es fatigué des insufflations et tout. Alors tu te retrouves maintenant sur l'autre qui prie. Il prie 2 ans. Rien n'en sort. Bon, alors que on ne t'a pas doté. On ne t'a pas doté. Tes parents ont dit que comme toi tu t'es rébellé et tu as dit que tu vas faire de ta tête. Vas-y, on va voir ce que ça va donner. Et comme tu penses que Jésus est au-dessus de tes parents, lequel Jésus tu ne connais pas. C'est une histoire importée qu'on t'a léguée comme ça.
Bon, alors, tu te mets dans cette histoire et Jésus, on ne prie rien. Il faut maintenant retourner au moins chez tes parents. Dire que, bon, écoutez, qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous sommes encore en Afrique, on n'est pas ailleurs où la dot, c'est l'inverse. Où quelqu'un te dit, bon, comme tu as pris ma fille, prenez l'immeuble là. Non. Bon, nous ici, quand tu prends la fille de quelqu'un, pense quand même qu'il l'a nourri, il l'a lavé, il l'a nourri, il l'a envoyé à l'école. Et puis, fais-le boire même un petit vin. Parce que tu ne peux pas tout rembourser quand même. Mais toi, tu dis que tu te moques de ça. Toi, tu es de Jésus. Ton église ne t'admet même pas d'aller faire des choses comme ça. Et puis, ta femme te suit parce qu'elle t'aime. Bon, on reste, on regarde. Et on prie, il n'y a rien qui en sort. Mais dès que tu retournes voir les parents, on versait seulement un peu de vin de palme ou de raffia, le vin blanc, à terre. Et puis, on te bénit. Le mois prochain, te voilà avec le ventre et l'enfant naît. Alors, vous dites que la tradition n'a rien à voir avec nous? Alors, moi, je dis donc qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier Dieu, c'est tes parents. Et là, il faut faire gaffe parce que le parent n'est pas toujours quelqu'un de bien. Bon. Mais, sauf que, moi-même, regardez-moi, suivez mon regard. Moi, j'ai trois doigts qui me regardent quand je dis ça. Et un seul doigt. Alors, peut-être que je ne suis pas bien pour mes enfants, c'est pas ce que j'ose dire. Je ne le dis pas aussi pour les pères des autres, mais il y en a des parents qui ne sont pas bien pour les enfants. Et l'enfant qui sait qu'entre Dieu et lui, il n'y a pas d'intermédiaire, même son père ou sa mère, méchant ou marâtre ou sorcière ou quoi, ne peut pas lui faire du mal. Parce que là, il a intégré la logique d'être en communion avec Dieu, non par la prière, mais par le comportement, par la connaissance qu'il se doit en allant vers l'initiation. Donc, il doit se former. Voilà. D'accord. Donc, professeur, je crois qu'on va se retourner vers les téléspectateurs pour répondre aux messages qu'ils nous ont envoyés. Et sûrement, avant la fin de l'émission, on aura encore quelques mots à dire par rapport à ce sujet. Si la technique nous le permet, on va envoyer le SOS aux téléspectateurs. Alors, on a Gaël depuis Douala qui lance un SOS. Salut mes chers guides, s'il vous plaît, aidez-moi au cours de cette émission à sauver ma vie. Je constate que mon étoile ne fait que s'obscurcir, n'ayant rien fait de mal à quelqu'un. Je compte sur vous pour me délivrer, quelle que soit la profondeur du blocage. Alors là, il va appeler hors antenne à ce numéro. Nous n'avons pas de recettes magiques, il faut bien comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est parce que le diagnostic est mal fait souvent qu'il y a des maladies incurables. Donc il ne faut pas faire un mauvais diagnostic et tomber dans nous me mettre quelqu'un plus en difficulté plus qu'il ne l'était avant. Alors, bonsoir au professeur. Quelle est la part de la responsabilité de l'homme envers la mère nature? Il a toute la responsabilité de comprendre que le feu brûle, c'est-à-dire une flamme de feu brûle même le bébé. Que si vous tombez dans l'eau, vous ne sachant pas nager, vous allez vous noyer. Que si vous vous mettez à faire des choses qui perturbent le fonctionnement naturel de votre organisme, que vous les sachiez ou pas, vous en payerez le prix. C'est le devoir à nous donc de nous cultiver. Ne prenons pas l'école comme le dernier bastion de la connaissance qu'il nous faut dans la vie. Non. L'école nous ouvre les portes en sachant lire, en sachant écrire et compter et en pouvant parler vers la vraie école maintenant. Se cultiver. Dans l'école, on ne se cultive pas. C'est un programme. Et la culture n'est pas sous la base d'un programme. J'interpelle les jeunes en les disant, cessez de croire que le groupe que vous formez sur WhatsApp et tout peut vous amener dans l'avenir à avoir quelque chose de bon.
c'est le Congossa qui est dedans, sauf si c'est des groupes scientifiques où vous échangez des formules et de vos recherches, quoi. Et là, ça passe parce que ça vous permet de raffermir davantage votre intellectualité vers les découvertes et l'inspiration. D'accord. Est-ce que l'homme est censé agir sur la nature? Est-ce qu'il est appelé à construire sa propre perfection? Le message n'est pas signé. L'homme âgé? Est-ce que l'homme est appelé à agir sur d'accord. la mère nature et est-il appelé l'homme à construire sa propre perfection? L'homme ne doit pas agir sur la mère nature, mais l'homme doit composer avec la mère nature. Et c'est ce qui lui permettra de fonder un lien et qui, par la suite, va l'élever, lui facilitera l'évolution. Donc, on ne doit pas aller à l'encontre des lois de la nature, quelles que soient. Si, comme le Vouri est là, on a poussé ça, on a poussé faire les ponts. D'ici 100 ans, quelque chose va se produire. Parce qu'il y avait il y a encore tout le terrain de ce côté. On ne va pas chercher quoi jusqu'à déranger l'eau. Bon, aux États-Unis, on en souffre déjà au niveau de la Californie et un peu partout. Mais on ne fait pas à ça, on ne fait pas cas parce qu'il ne faut pas apeurer la population. Voilà. D'accord. Alors, Josué Elon voudrait savoir quelles sont les différences au niveau des effets de la sorcellerie importée et la sorcellerie locale sur la politique. Alors, la sorcellerie locale sur la politique vient s'ajouter aux effets de la sorcellerie importée, parce que la sorcellerie importée, c'est une machine mise en marche sur des bases des principes kabbalistiques, mystiques et tout, et qui fait son chemin. Maintenant, on ne voit plus la sorcellerie, on voit que les choses sont normales. Alors maintenant, les gens peuvent aller chez les Alangmumbu, les marabouts et tout, ajouter quelque chose pour pouvoir s'élever. Et quand ils s'élèvent à ces niveaux de vibration, ils ne peuvent plus descendre, donc ils ne peuvent plus s'harmoniser avec le peuple. Ils deviennent des maniaques. Bon, parce qu'ils n'ont pas un pouvoir qui est en consonance avec l'environnement dans lequel ils sont appelés à régenter des comportements, la vie, quoi, des membres de cet environnement. Et ils sont suspendus et les autres sont quelque part. Voilà. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous ne prenons pas d'appel. Vous nous faites des messages et nous prendrons le soin d'y répondre. Alors, j'ai un défaut, mon ego finit toujours à prendre le dessus sur mes sentiments, mes relations familiales et même amoureuses. Que dois-je faire pour y remédier? C'est Philippe. Alors, il faut faire une étude de vie scientifique, métaphysique, qui va vous permettre de voir ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif dans votre vie avec votre permission. Il faut appeler hors antenne, on va vous dire comment ça se passe sur ce numéro qui vous a servi de message, qui vous a permis de nous envoyer le message, je vais dire. D'accord. Alors, j'aimerais savoir si c'est normal pour un être humain de rêver lorsqu'il dort et ne pas pouvoir s'en souvenir le matin. Alors, il s'en souvient quand même qu'il a rêvé, même s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a rêvé finalement. Donc, un jour, il pourra avoir tout son message s'il s'entraîne à le faire. Bon, mais si c'est que ça l'inquiète seulement comme ça en passant, il reste tranquille. Parce qu'il y a rêvé, message juste, rêver seulement. Il n'est jamais rêvé, on rêve pas. Il y a des gens qui rêvent, ils ne rêvent pas, ce n'est pas son problème. Il y en a des gens qui rêvent des choses et qui se rappellent, qui se souviennent après. Ils peuvent même être des prétendus marabouts dans le quartier ou dans la maison, ou quand ils rêvent quelque chose, de quelque chose qui va se passer. Il va donc communiquer ça et ça se passe comme ça, de façon à ce qu'on ne le voit plus d'un bon œil. On commence à dire que peut-être qu'il est sorcier, alors que lui, il rêve seulement. Bon, il y en a à côté qui rêvent
mais qui ne rêvent pas juste, qui rêvent seulement des choses comme ça, même parfois, même s'ils se rappellent ces choses-là, ne riment à rien. Mais quand on a la chance de rêver déjà, on peut canaliser ses rêves et en faire des rêves inutiles. Un enfant qui rêve peut aller jusqu'à rêver ses épreuves d'examen et étudier ses cours en fonction de ses épreuves. Cela est tellement possible que on ne peut pas y croire. Mais des enfants, et ceux qui me suivent, d'aucuns savent qu'il les est arrivé à rêver des épreuves, que lit tel chapitre. Alors, à quoi vous sert, s'il vous plaît? À quoi sert le bâton magique que vous avez? Je vois souvent les chefs traditionnels avec. Et comment un parent initie ses enfants? Alors, à quoi sert le chapelet à un prêtre? Bon, donc moi, mon bâton magique, c'est mon chapelet. Bon, alors maintenant, les enfants, on ne les initie pas, comme si on les obligeait à s'initier. Parce qu'un enfant qui naît chez le pasteur, qui est son père, n'est pas obligé d'aller à l'église quand il atteint un certain âge. Il peut y aller comme il ne peut pas y aller. Alors que des enfants de pasteur, un peut se détacher et devenir pasteur, donc faire le métier de son père. Donc l'initiation, en fait, n'est pas castique. Bon, quand bien même ailleurs, c'est ça. C'est comme si on obligeait les gens à être initiés ou on les amenait dans des monastères du genre moine, à devenir des moines, quoi. Et puis, ça, on les discipline, quoi. Bon, mais il y a des enfants que, à vouloir le discipliner, ça ne va pas. Moi, j'envoie l'enfant à l'école catholique. Et le bonhomme, quand il y a culte, il refuse d'aller dans la salle, à l'église, dans la chapelle. Et puis, on me convoque, j'envoie sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit que bon, l'enfant ne veut pas faire le cours de catéchèse, je ne sais pas quoi. Bon, moi, je téléphone, je leur dis, mais attends, mais je ne l'ai pas envoyé là-bas pour ça. Donc, s'il ne veut pas, soit vous me dites que je le reprenne, si ça trouble les autres enfants. C'est ça. Donc, il y a des cas comme ça. Voilà. D'accord. Alors, Edouard, depuis Yaoundé, j'ai l'impression que ma vie est extrêmement compliquée. Tout ce que je fais ne me réussit pas. Si quelqu'un m'emprunte de l'argent, il ne me remet jamais. Suis-je bloqué? On va voir ça hors antenne. Voilà. Mais sauf que quand les gens disent que les projets ne marchent pas, tout ne marche pas, rien ne marche dans leur vie, c'est surtout sur le plan matériel. Ils ne disent jamais que Dieu n'est pas avec moi, que moi aussi je rêve comme ça, que Dieu me parle. Et qu'on échange un peu, je lui dis aussi que, gars, pourquoi tu m'as créé, j'ai besoin de toi et tu ne viens jamais à chaque fois à côté de moi. Bon, on est toujours porté vers les choses qui amènent à ce que le combat de la vie soit vaincu. D'accord. Appelez hors antenne, on va en discuter. Alors, est-ce que sous l'impulsion d'une vision mystique qu'un couple n'est pas fait, alors, est-ce qu'on peut savoir, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, est-ce qu'on peut savoir sous l'impulsion d'une vision mystique que deux personnes ne sont pas faites pour rester ensemble? C'est Armand qui nous écrit. C'est aussi facile que bonjour. Il suffit d'avoir la date de naissance, le nom complet, la date de naissance exacte des deux, plus l'année de naissance, sans décréter quoi que ce soit, en relativisant les deux thèmes de vie, on obtient le résultat que ça c'est un couple ou c'est pas un couple. C'est très facile. Voilà. Il suffit d'appeler hors antenne, on va vous expliquer comment ça se passe. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi chaque fois que je dors sur le dos, je rêve du deuil? Le message n'est malheureusement pas signé. Ah oui, mais parce que c'est la position que se couche un cadavre. Bon, maintenant, quel est le rapport avec le cadavre et vous? C'est que vous avez peur de la mort. Et cette impression, du moins ce que je dis, ne peut qu'être une impression. Mais pourtant, au plus profond de vous, vous avez peur de la mort. Et c'est pourquoi votre position de dos
est un peu analogue à la position d'un cadavre. Et là, le tour peut être joué. Alors, le message n'est pas signé. J'ai souhaité savoir si on pouvait voir l'avenir. Un jour, j'ai rêvé et la scène s'est produite 5 minutes après mon réveil. Voilà, on peut donc voir l'avenir. Contrairement à ce que disaient les religieux, que ce n'est pas normal de voir l'avenir. Si c'est que c'est Dieu qui veut que tu vois l'avenir, tu vas alors dire à Dieu que je ne veux plus voir l'avenir. Hein? Retire-moi l'avenir là. Il a donné les dons aux gens. Il y en a qui voient l'avenir, il y en a qui ne voient pas. Il y a les dons de clairvoyance. C'est-à-dire, vous vous asseyez devant quelqu'un. Bon, vous lui dites que, monsieur, vraiment, moi, je suis venu là, j'ai des problèmes. Il vous dit, bon, ok, je sais. Vous vous appelez tel, votre père c'est tel, votre mère c'est tel, vous habitez telle région, très très loin d'ici. Le problème qui t'amène c'est ceci, c'est cela. Mais voilà, ne crains rien mon fils, je vais te soigner ou bien par fais ceci, fais cela. Rien ne va plus te déranger. Et c'est tout. Il n'a pas besoin de support. Moi, quand je fais la voyance, j'utilise des supports. Mais ce genre de personnes qui ont ces dons-là n'ont pas besoin de support. Et ces personnes-là ne se trompent jamais. Jamais, parce que les supports en mal disposance là, tu peux faire erreur d'interprétation. Mais l'autre, ça vient seul. Bon, et ça, c'est les anciens voyants qui étaient voyants lors des vies antérieures, qui utilisaient les supports, qui, à force d'entraîner leur moi intérieur à ça, naissent cette fois-ci avec ces dons. En quoi le chrétien ou le religieux va venir dire qu'il fait des pratiques démoniaques? Donc, quand tu as le don de football, donc c'est une pratique démoniaque, que tu dribbles comme Missy Pelé et Maradona, hein, ou quand tu as le don de cycliste, que tu es toujours champion, donc c'est une pratique démoniaque, parce que c'est quelque chose de mécanique qu'on voit. Ou bien quand tu as le don de rêver, donc tu es sorcier. Ah, vraiment. Ça. Alors, professeur, un dernier mot pour conclure l'émission parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, comme on est à la période électorale, on a que les gens comprennent que la métaphysique, c'est pour le social. Ce n'est pas les débats dans le sens classique. C'est dans le sens social. Donc, c'est des cours. Nous essayons d'amener à ce que les gens comprennent que Dieu est dans tout ce que nous faisons. Dieu n'est pas seulement dans la Bible qu'on porte le dimanche et avec un livre. On part prier quelque part, on chante et tout, on revient au quartier. Dès qu'on voit comment on a versé l'eau devant sa porte, on dit que tu es encore venu faire la sorcellerie si la bagarre commence. Non. Dieu est dans le calme. Dieu est dans l'autre que tu regardes en face de toi. Et tu vois comment il te regarde. Tu regardes comment il te regarde. C'est comme ça que lui aussi, il doit voir comment tu le regardes et vous tombez d'accord que nous sommes ensemble. Donc, nous prions ceux qui nous gèrent ou qui vont nous gérer dans l'avenir, de gérer la cité dans la politesse, la convivialité et l'amour. Pour que nous formions une société communautariste, pas une société capitaliste. Pardon. D'accord, je crois que le message n'est pas tombé dans le désert. Ils l'ont sûrement compris. Quant à nous, nous allons nous quitter. Nous avons été ravis de vous avoir si nombreux à nous suivre. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et déjà une très bonne journée parce que nous sommes déjà à presque 1h du matin. Quand vos messages, rassurez-vous, nous allons prendre la peine de vous envoyer des réponses dans la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez suivre votre émission sur YouTube et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour des passages en direct sur Facebook et également sur YouTube. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien.